D'un seul coup, on voit apparaître des petits candidats qui ont des choses à dire, et ce qui est assez intéressant, c'est que la totalité des petits candidats, finalement, étaient opposés à l'euro, à l'Europe, au marché, et on voyait tous ces gens qui, finalement, parmi les grands candidats, semblaient s'opposer, mais finalement disaient à peu près la même chose, parce que les grands candidats sont tous des gens qui nous disent qu'il faut rester dans l'Europe, y compris les gens qui nous disent qu'on peut envisager une sortie de l'Europe, parce que Marine Le Pen est extrêmement prudente sur ce sujet, et Mélenchon, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on sort pas de l'Europe. On ne sort pas de l'Europe. On demande aux Français ce qu'ils en pensent après qu'on ait proposé des négociations qui permettront de toute façon à l'Europe, en lâchant un petit peu de l'Est ici ou là, de donner l'impression que finalement on a négocié, Marine Le Pen ne sort pas de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon ne sort pas de l'Europe, on donnera des petites choses qui symboliquement donneront l'impression qu'ils ont gagné, ils pourront parader dans les médias en disant vous avez vu comme je suis fort, et puis l'Europe dira on les a gardés, il n'y a pas de problème. Donc globalement, parmi les grands candidats, tout le monde est pour le maintien du statu quo dans l'Europe, sauf deux qui nous donnent l'impression que finalement grande gueule aidant, ils vont faire un ramdam total, mais que globalement ça va se passer comme avec Tsipras, leur héros, on va rester dans l'Europe, on va rester dans l'euro, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire les politiques dont ils nous disent qu'ils pourront la faire. Ceux qui finalement sont des petits, le sont peut-être assez probablement parce que ils sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, franchement, de cette Europe-là. Autant les autres, on peut les accepter dans le club. Globalement, on fait semblant de ne pas être d'accord, mais finalement, sur l'essentiel, on est d'accord. Alors que les autres, sur l'essentiel, ne sont pas d'accord. Et les Dupont-Aignan, et les Poutou, et les Artaud, et les Cheminade, et les Asselineau sont tous des gens qui nous disent que finalement, il faut sortir de l'Europe, et peut-être l'un des plus convaincants a été, je confonds, je ne sais plus si c'est Cheminade ou Asselineau, mais celui qui sortait sans cesse le papier en disant article temps, article temps, article temps, il en était un peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant que soit on déchirait ce papier, et à ce moment-là on pouvait être libre et vraiment faire de la politique, soit on ne le déchirait pas, comme tous les grands candidats, y compris Mélenchon-Le Pen, mais que finalement, on ne pourrait pas faire de politique annoncée, puisque les interdits de l'Europe sont extrêmement puissants et qu'ils font la loi tant qu'on est dans cette Europe. C'est du bon sens, mais finalement, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, surtout à la télévision et surtout sur les... François Asselineau qui est dans le circuit depuis assez longtemps, qui revendique un nombre de militants assez énorme avec son UPR, et qui s'est fait remarquer lors du débat des présidentiables par sa précision, qui a fait beaucoup rire les réseaux sociaux, sa connaissance absolument parfaite des traités européens. Il n'empêche qu'on retrouve exactement ça quand on lit son programme, et surtout une originalité que n'ont aucun des 10 autres candidats. La distinction entre ce qu'est un président de la République et ce que doit être ensuite un programme législatif. C'est-à-dire que François Asselineau s'inscrit dans le cadre de la Ve République, avec donc l'idée que le président de la République est le garant des institutions et de la souveraineté de la nation, et que derrière, c'est le gouvernement qui assure et qui mène la politique de la nation, gouvernement qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, on trouve une distinction entre le programme présidentiel et le programme législatif. Et le programme présidentiel, il décline cette vision de la souveraineté, c'est-à-dire le fait que le président est un arbitre au-dessus des partis, qu'on met en place un référendum d'initiative populaire, qu'on reconnaît le vote blanc, c'est-à-dire des instruments qui sont censés permettre de réinsuffler plus de démocratie et plus de liens entre le gouvernant, le président et le peuple. Et ensuite, on retrouve alors des mesures dans ce programme présidentiel qui concernent essentiellement l'organisation des institutions, un maintien de la dotation globale, fin de la fusion des communes, donc on s'appuie là aussi sur les différentes strates de l'État. Et puis, c'est là qu'on trouve, évidemment, l'idée, alors, cette vision d'une France qui doit coopérer avec la Chine, la Russie, le monde arabe, donc on est toujours là aussi dans la posture gaulliste, et, à côté de ça, qui doit sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Et, avec ce à quoi François Asselineau tient énormément, l'idée qu'il faut respecter les traités, et que donc on va sortir de l'euro par le fameux article 50 qui autorise la sortie de l'Union européenne et de l'euro.
Tout le problème de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que par exemple, la Cour de justice européenne a décidé elle-même qu'elle était compétente par-dessus les constitutions nationales et que le droit européen prévalait sur les constitutions. Ça s'est passé dans les années 60, alors que elle n'était pas élue pour ça. C'est toute la différence. Donc l'idée d'Asselineau, c'est de revenir à l'idée que la démocratie, c'est le fait que l'État, certes, décide de tout cela, mais qu'il est l'émanation du suffrage universel. La question démocratique est au cœur de son programme, parce que même quand on prend son programme législatif, donc quand on rentre vraiment dans la cuisine, par quoi il commence? Il commence justement par cette question démocratique, à travers l'idée de réversibilité des traités, on en est exactement là, et aussi, et là c'est très important et ça nous intéresse, l'idée d'indépendance des médias. C'est l'un des premiers points qui vient, c'est-à-dire garantir l'indépendance des médias par rapport notamment aux puissances financières. Il est le seul à proposer une loi anti-concentration des médias. Alors il propose aussi la renationalisation de TF1, il propose le retour du rôle de service public de l'AFP, mais il y a une véritable réflexion sur la façon dont les médias jouent un rôle. En effet, tu as raison, il a réfléchi à l'équilibre des pouvoirs. Or, les médias sont un des pouvoirs en démocratie. En plus, alors ce qui est intéressant aussi dans la suite du programme, c'est qu'il y a cette dimension média sur la question démocratique, et juste après, il y a la question qui là aussi est totalement sous-traitée dans les autres programmes, la question du numérique. À travers le secret des correspondances, à travers la neutralité du net, à travers l'idée d'une souveraineté sur le stockage des données, à travers la protection des lanceurs d'alerte, là, il y a une véritable réflexion dont on sent qu'elle n'est pas seulement cosmétique. C'est pas seulement parce que l'idée de protéger les lanceurs d'alerte, c'est à la mode depuis que les lanceurs d'alerte ont émergé. Là, on sent que c'est aussi, en effet, une question de cohérence. Il se prononce contre la vidéosurveillance, c'est-à-dire contre tout ce qui pourrait empiéter sur la vie individuelle. On sent en effet une réflexion sur la différence entre espace privé et espace public, comment la démocratie se construit sur cette différence et comment il faut préserver l'espace privé pour permettre à l'espace public de fonctionner. Un véritable libéralisme politique ne peut s'appuyer que sur la souveraineté. Et que c'est parce qu'il y a la souveraineté et une protection aux frontières qu'on peut avoir une véritable liberté à l'intérieur et qu'on peut justement faire respirer le système. Et c'est ça qui est intéressant. Les deux vont de pair. J'ai l'impression qu'il veut faire ce compromis. Il me semble que c'est l'idée qu'aujourd'hui, au contraire, nous avons un espace totalement ouvert et du coup, on rajoute de la norme et de la contrainte pour essayer de faire croire qu'on a une prise sur cet espace ouvert. Là, on a la logique radicalement inverse, mais qui n'est pas tout à fait le libéralisme à l'anglo-saxonne, en ceci que il est, et c'est Benjamin qui le disait tout à l'heure, beaucoup moins axé sur l'extension des droits individuels. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait son problème. Il y a une façon de préserver la liberté individuelle, mais c'est pas une extension des droits individuels. C'est pas la même chose. Alors après, en effet, il y a du coup des points un peu aveugle dans ce programme, par exemple la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la laïcité qui est traitée assez vite. Bon, tout ça disparaît un peu au profit d'une réflexion toujours sur la souveraineté, et en particulier la souveraineté financière, où là, il y a vraiment un volet extrêmement profond, puisque l'idée, c'est, alors évidemment, on revient sur la loi de 73, donc la Banque de France finance l'État, on contrôle les capitaux, il y a cette reprise en main face aux grands intérêts financiers, et notamment avec l'idée de renationaliser les compagnies d'autoroutes, ce que Bayrou appelait le scandale du siècle, et il avait totalement raison, l'idée qu'on a donné une manne financière aux autoroutes. Il y a l'idée de virer Goldman Sachs d'à peu près tous les endroits où ses représentants se sont introduits, ce qui là non plus n'est pas complètement illégitime quand on y pense. Enfin, il y a une réflexion, évidemment réforme bancaire, interdiction du lobbying, c'est-à-dire la reprise en main de tous les leviers de l'économie face à des intérêts qui ont grignoté l'espace public. En gros, la logique, c'est ça. Cette articulation entre étatisme et liberté, on la trouve aussi sur sur toutes les questions agricoles. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la protection des terres arables, la lutte contre l'étalement urbain, ce qui implique une politique volontariste, une politique de contrôle, et en même temps, il y a cette chose qui est absolument cruciale, libération des semences.
C'est-à-dire l'idée qu'on va arrêter d'interdire aux paysans d'utiliser leurs propres semences. Et là aussi, on est dans la lutte contre les grands intérêts financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les semences, elles sont confisquées par quelques grandes multinationales qui maîtrisent, en gros, la propriété intellectuelle. D'ailleurs, il veut interdire l'étiquetage du vivant, il veut interdire le brevetage du vivant pour permettre à chacun d'utiliser réellement et de reconquérir, là aussi, sa souveraineté. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il a décliné cette vision-là. Et alors après, en effet, sur les questions sociétales, en revanche, sur l'école, il évoque l'idée qu'il faut revenir à l'effort par des prix et des bourses, qu'il faut s'appuyer sur des méthodes éprouvées. Bon, c'est la base, quoi. C'est la base, mais ça, là aussi, ça va mieux en le disant. Même s'il ne va pas très loin sur ces questions-là. On sent que ça n'est qu'une des déclinaisons de cette logique globale. La capacité à composer avec les contradictions, et même les contradictions du peuple et de chaque citoyen qui ne veut pas forcément les mêmes choses et qui hésite, et qui se coltiner avec la difficulté d'un réel qui est parfois mouvant, qui ne répond pas forcément à cette mécanique tellement bien huilée. Et bon, mais ça, à la limite, il vaut mieux avoir une matrice au départ, en espérant en effet pas en avoir du tout, ce qui est malheureusement l'absence de cohérence est la chose souvent la mieux partagée dans la politique. Après, en effet, pour faire un grand politique, il faut aussi une dimension humaine et une dimension sensible. Et c'est vrai que l'abandon total de toutes les questions véritablement sociétales, ou en tout cas leur façon de les ramener toujours à une logique mécanique, pose peut-être ce problème-là. J'ajouterais une chose qui est la façon de rappeler systématiquement sur toutes les mesures qu'il est le seul à proposer cela. Et ça, c'est, comment dire, une logique de part de marché et de logique concurrentielle sur les offres politiques qu'il n'est pas nécessaire de rappeler en permanence. Quand on a une vision pour la France, peut-être n'est-il pas nécessaire de dire, de répéter tout le temps qu'on est le seul à l'avoir, puisque l'idée, c'est que ça va se voir normalement. Donc, il y a ce côté un petit peu conquérant qui peut laisser penser en effet là aussi à à quelque chose qui manque d'humain et d'empathie, mais peut-être qu'il va les révéler une fois qu'il sera élu.